Chère communauté, bonsoir et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. C'est le deuxième numéro, live rencontre avec l'écrivain pour cette année 2025. Ce soir, nous allons recevoir une écrivaine algérienne qui habite à Paris, qui a écrit son premier roman, sincèrement un livre que j'ai lu d'une traite, que je recommande à tout le monde, L'amour de soi. On va parler de l'amour de soi ce soir dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Le temps que notre communauté se connecte ainsi que l'écrivaine Tassaadi Hariz, nous démarrons le live. Bienvenue, bonsoir à tous. Je vais taguer donc notre écrivaine. Voilà. Donc le temps que tout le monde se connecte, je vous laisse vous installer tranquillement. Bienvenue à tout le monde ce soir, bienvenue à toute la communauté. Nous allons nous installer et puis nous démarrons le live dans un petit instant. Le temps que notre écrivaine se connecte, nous allons découvrir notre écrivaine ce soir. Tassadit Hariz, qui a écrit donc L'amour de soi. Donc ce n'est pas un livre de développement personnel, pas du tout. C'est une autofiction, mais ça parle beaucoup plus d'elle, de sa life, je pense. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Alors, notre écrivaine est avec nous. Alors, Tassadit Hariz, avec nous dans un instant. Yep. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir Ambre Bleue, bonsoir tout le monde. Installez-vous. Bonsoir Tassadit Hariz. Bonsoir. Alors Tassadit, est-ce que tu m'entends? Est-ce que Oui, c'est bien installé? très bien installé. Excellent, très bien. Alors, bienvenue Tassadit dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Bienvenue dans la rubrique Live rencontre avec l'écrivain. C'est une rubrique où nous discutons librement de la littérature, de l'écriture, de la lecture notamment. Et je suis ravie que tu sois présente avec nous ce soir pour parler de ton premier roman. Ton premier roman, donc L'amour de soi, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Ce n'est pas un livre de développement personnel, hein, loin de là. Oui. Donc c'est un livre qui parle justement on va parler de cette prise de conscience, de cet amour de soi et de la vie que nous menons. Surtout, l'écrivaine, on va suivre l'héroïne qui vit entre Alger et Paris. Mais avant de parler de ton roman, Tassadit, le temps que tout le monde s'installe, bonsoir tout le monde, bonsoir Jacqueline Bruno, bonsoir Lounès Razali, bonsoir à tous les présents ce soir. Je souhaite faire ta petite intro, présentation et puis nous démarrons le live, Tassadit. Est-ce que tu es d'accord? Oui, avec plaisir. Parfait. Alors, Tassadit, tu es né un 13 septembre à Alger. Tu es ingénieur en travaux publics. En 1995, tu quittes l'Algérie pour la France. Après un doctorat à l'université de Metz, tu t'installes à Paris où tu vis et travailles également. Donc, tu prends des cours de musique, tu apprends à jouer du oud et tu as, tu as effectué la fondation de la troupe musicale et théâtrale baptisée Diva. Magnifique, tu vas nous expliquer pourquoi Diva. Merci. En octobre 2020, donc Tassadit, tu as publié ton premier roman intitulé L'amour de soi, paru aux éditions Edilivre en France. C'est une autofiction qui ouvre de larges fenêtres sur ta vie en Algérie, l'exil, les sujets liés à l'identité et bien sûr la nouvelle vie en France. Alors, L'amour de soi est sorti en 2020 en France. Et avant de démarrer le live avec ce roman, en parlant de ton premier roman, Tassadit Hariz, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique justement? Pourquoi le choix de cette spécialité ingénieur en travaux publics?
Bonjour, alors bonsoir. Je suis vraiment très contente d'être là parmi vous. Merci beaucoup Ania pour l'invitation. Avec plaisir. Et personnes qui sont connectées et qui sont avec nous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble autour des différents sujets, euh, principalement la littérature, mais aussi peut-être la musique. Alors, pour répondre à ta question, le choix de cette spécialité était très pratique, vraiment pragmatique. Moi, depuis enfant, vraiment enfant, je savais que je serais une écrivaine. Je voulais être une écrivaine. C'est une vocation qui est née dans l'enfance. Mhm. À tel point que quand on me demandait ce que je souhaiterais faire plus tard, question qu'on pose toujours aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Ben, je Mhm. disais que je suis une écrivaine. Et c'était dans les années 70-80. À l'époque, le mot écrivaine n'existait pas. On disait Mhm. écrivain, même pour une femme. Et je répondais toujours non, je serai une écrivaine parce que je savais que voilà, que déjà j'avais conscience de ma féminité très Mhm. tôt D'accord. et, euh, et pour moi il était pas possible que je me définisse avec un nom de métier au masculin. Donc je dis très poliment et la prochaine fois quand on me posait la question, écrivaine. Donc j'ai nourri ce désir d'être une écrivaine depuis mon enfance, mais une famille déjà où il y avait beaucoup et aussi, de façon très très pragmatique, ma famille m'a fait savoir qu'on on pouvait pas vivre de l'écriture ni de l'art. Il fallait que je me trouve un métier plus Ouais. sérieux. Plus Et sérieux. D'accord. Comme si que le métier d'écrivain n'était pas un métier sérieux. Hélas, hein, c'est ce voilà. que pensait la majorité dans Alors, le temps. Oui. plus sérieux dans tu veux vraiment payer tes factures, euh, voilà, ton loyer, et ben c'est pas en étant écrivaine, tu vas pas y arriver. Oui. Donc trouve-toi un travail voilà, où tu gagnes correctement ta vie. Et c'est comme Mhm. ça que j'ai entamé des études scientifiques et aussi une formation où j'étais sûre d'avoir du travail une fois diplômée. Et en effet, c'est vrai, dès que j'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai tout de suite plusieurs propositions d'emploi. Est-ce Mais que j'ai c'était toujours un choix quand même faire un métier ingénieur en travaux publics quand même ce n'est pas on va dire ce n'est pas féminin hein, pour une personne qui pense beaucoup à la féminité depuis le jeune âge hein, comme tu le dis Tassadit mais c'est-à-dire cette spécialité faut la faire hein. oui, Ingénieur en travaux publics c'est c'est spécial. En fait, on était à l'école. Moi, j'ai fait des études à l'école d'ingénieur à l'ENTP, École Mhm, nationale des travaux publics d'Alger, qui est à oui. Garidi. Euh, Mhm, donc, il y avait 5 promotions. Chaque promotion, il y avait pas plus. Et dans la promotion de 120 élèves, on devait être 8 filles, hein, pas plus. Donc, une formation très, très masculine. mhm. Euh, je pensais une autre formation qui était un peu plus proche et scientifique et en même temps plus proche de, mon attirance pour l'art. Et j'avais passé le concours d'architecture de l'EPO. J'avais Mhm. mise parce que papa et, et ma mère m'a convaincue de ne pas prendre cette voie. Je ne l'oublierai jamais. Elle avait ouvert un journal. Je me rappelle plus quel journal. Est-ce que c'est Libération ou le Moudjahid ou là, je sais Ouais. plus quel journal algérien. Et elle m'avait dit compte le nombre de propositions d'emploi en tant que ingénieur et en tant qu'architecte. Et j'ai compté. Et voilà, j'ai choisi. Cette spécialité. Donc, ce n'était pas un choix, loin de là, c'est un choix de raison. Un choix de raison, Mhm. mais j'ai toujours gardé ce désir d'écrire. Il ne m'a jamais quitté.
Bravo, hein. En tout cas, Tessa dit, tu as quand même percé dans cette spécialité. Tu as obtenu le doctorat à l'université de Metz. Et tu as quand même réalisé ton rêve d'écrivaine, ce Oui, rêve d'enfance. Et en 2020, tu écris donc L'amour de soi. Alors, oui. c'est ton premier roman édité. C'est à quel moment tu as décidé de te mettre vraiment à l'écriture? À quel moment tu as décidé de d'écrire enfin ce roman qui est ce premier roman, L'amour de soi, où justement on va parler de quelques détails. Euh, oui. Alors en fait, j'ai j'ai toujours écrit sur des cahiers, des bouts de papier. Et Alger en 1995, l'une des rares chances que j'ai prises avec moi, c'était tous ces, tous ces registres, ces cahiers, des enveloppes dans lesquelles j'avais des papiers que j'avais écrits depuis toujours. En, je pense que c'était au moment de la naissance de ma fille, donc vers 2000, là, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse, que je réalise, que je devienne enfin ce que je Écrivaine. suis, ce que je me sens être. Il faut que je fasse quelque chose. Mhm. Et voilà, étrangement, là, on voit que l'enfant, bah, ça va. C'est vrai, c'est un travail, c'est notre vie qui change complètement. Mais Absolument. aussi, le fait d'avoir un enfant, eh ben, ça nous oblige à faire des choix, des fois euh, très très important. On se pose des questions un peu existentielles, de se dire Oui, maintenant face à cet enfant, je ne vais pas dire mes regrets, que mes regrets. Hors de question. Il faut que je lui offre mes réalisations. Et la chose qui était assez importante pour moi, c'est que j'élevais une fille. Donc il était important pour moi oui, de montrer à ma fille que si moi je n'étais pas capable de réaliser mes rêves, comment je pouvais lui montrer que elle pouvait tenir à ses rêves et les réaliser. absolument. Donc ça m'a donné beaucoup d'énergie, la naissance de ma fille. Mhm. Et voilà, j'ai écrit le roman assez vite, hein, mais presque 10 ans pour l'éditer. J'ai mis beaucoup de... Alors, justement, on va parler de l'écriture, la discipline d'écriture, etc. Mais l'idée même du roman, parce que si je comprends bien, tu as écrit ce roman lorsque tu as eu ton premier enfant, d'accord? Oui, Donc, c'était simultanément. Et oui. c'est-à-dire, moi, je voulais savoir à partir de quel moment tu as eu ce déclic pour écrire? Parce que tu dis, lorsque j'ai eu mon enfant, j'ai décidé d'écrire enfin, de réaliser enfin mon rêve de devenir écrivaine. Donc, à un moment donné, quand on a un enfant, on se concentre vraiment sur l'éducation de l'enfant et ça prend énormément de temps, hein, l'éducation des enfants, ça c'est sûr. Et tu as pu quand même trouver du temps pour réaliser ton rêve d'écrivaine. Donc, est-ce que en partie, en quelque sorte, cette naissance, la naissance de ta fille, ne t'a pas inspiré quelque part pour écrire ce roman? Pas vraiment, parce qu'on ne trouve pas ce thème de la maternité dans le roman. Dans ce roman, il n'y a pas ce thème du tout de la maternité, thème que j'aimerais explorer hein, dans l'avenir, ça c'est sûr. Oui. Mais la naissance de ma fille, je dis souvent que ça a été comme une montgolfière pour moi. Mhm. Les enfants, on peut considérer de deux façons. Ou ce sont, bon, c'est un mot un peu dur hein, de dire bouler, mais c'est-à-dire où ce sont des choses qui représentent une pesanteur, ou ce sont des choses qui, au contraire, qui nous élèvent. Mhm. Et moi, ça m'a donné une énergie très forte. J'étais très carriériste avant la naissance, vraiment, hein, très, très investie dans mon... Et quand ma fille est née, Mhm. là, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler pendant 1 an et demi. D'accord. Et, et même quand j'ai repris le travail à temps partiel. C'est quelque chose de très, très étonnant pour ma hiérarchie. Ils n'étaient pas du tout habitués. Mhm. C'était comme s'il y avait, en fait, donner naissance à ma fille. C'est comme si Oui.
j'étais née moi-même aussi une deuxième fois. C'était très particulier. Oui, c'est particulier, effectivement. Voilà. Et, euh, et justement, Tessa dit par rapport à ce roman, si on revient à cette thématique, la thématique de l'amour, de soi, la thématique de ton roman, euh, pour- pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de cette thématique, Tessa dit? Parce que là, quand je le lis, ben, vraiment en voyage hein, avec toi, c'est très light, c'est subtil. Euh, on s'arrête par moment pour dire mais oui là elle parle d'elle c'est vraiment c'est on comprend vraiment qu'il y a cette nostalgie d'une Algérienne qui a quitté son pays. On Mm. ressent cette nostalgie et cet amour profond pour son pays natal, mais en même temps l'amour pour ce pays d'accueil. Donc vraiment, on ressent vraiment l'héroïne qui est heureuse et nostalgique en même temps. Donc pourquoi le choix de cette thématique en premier lieu, Tessalit? J'aime beaucoup la phrase que tu viens de prononcer, que l'héroïne, elle est heureuse et nostalgique. C'est très très beau ce que tu viens de dire et c'est vraiment ce que je voulais exprimer. Il y a en effet ce thème de l'exil. Et euh, je voulais déjà le décrire d'une façon différente de celle qu'on entend toujours, même dans la musique. Hein. Dans la musique algérienne, il y a beaucoup ce thème de l'exil. Mhm, Je suis musicienne, donc je connais bien ces thèmes. C'est c'est des chansons très très belles, mais souvent l'exil, il est présenté comme quelque chose de subi, quelque chose mhm, qui est très malheureux, quelque chose de douloureux. L'exil, oui, c'est quelque chose de peut-être c'est peut-être douloureux, mais je n'aime pas utiliser ce terme, mais quelque chose de très inconfortable. C'est mhm. très inconfortable. C'est le cas. Oui, c'est vrai. Très inconfortable parce que l'exil, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui vous êtes dans un, vous avez, vous êtes construit par rapport à un système de valeurs. Vous êtes dans un référentiel et du jour au lendemain vous passez dans un autre référentiel où toutes vos valeurs qui valaient quelque chose hier, aujourd'hui. Et donc c'est une remise en question totale de soi. On passe d'un référentiel à un autre. Donc, je sais pas, il y a plein de petites choses. Je sais pas, par exemple, en Algérie, on serre pas la main de la main gauche, par exemple, voilà, des détails comme ça. Et Mhm, que en France, ça n'existe pas. C'est d'autres choses qui ne se font pas et peut-être qu'on les connaît pas. Donc, ce sont des valeurs qui sont différentes. Toutes les valeurs se valent, mais en fait, dans des systèmes différents. Donc, ça oblige à se remettre complètement en question. Et donc, je voulais explorer ce thème de la mhm. nostalgie de quelque part comme un chagrin d'amour. En fait, l'héroïne, C'est ce qu'on ressent aussi, effectivement. elle a un chagrin. Elle quitte son amour et elle a un chagrin d'amour. Et ce que je voulais décrire, c'est que un événement improbable, c'est que quand elle a ce chagrin d'amour et elle pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir la consoler, eh ben, elle tombe amoureuse. Et elle tombe amoureuse d'une autre ville. Et du coup, elle se retrouve avec deux amours en même temps. Son amour pour son pays qu'elle vient de quitter et son Mhm, amour pour ce nouveau pays, ou en tout cas cette ville, parce que c'est cette ville qui l'accueille, mhm. cette nouvelle ville qui l'accueille. Voilà. Franchement, Tessa dit quand justement on va vivre, on va voir vraiment les ruines entre les deux rives. Ça, on va le vivre. Hein. Donc tantôt à Alger et puis à Paris avec toutes ces ruelles, ces endroits. C'est-à-dire tu nous transportes dans ces restaurants, ces terrasses, ces musées. Donc on voyage vraiment. Et en même temps, il y a cet attachement fort vers l'Algérie. Il faut comprendre que donc ta mère est de culture donc française, d'origine française, ton père est algérien et
tu as essayé de garder les deux cultures en même temps, de préserver ces deux cultures. C'est ce que je ressens en lisant ton livre. Je ressens vraiment qu'il y a cet attachement pour les deux cultures en même temps. Mais ce qui l'emporte, parce qu'on va parler dans un instant de la musique, hein, tu es musicienne, donc on va parler de la musique, mais je parle surtout de l'attachement. C'est que je vis à Paris, mais je ne veux pas laisser tomber l'Algérie. L'Algérie reste dans mon cœur. Euh, Quand ça ne va pas, tu as envie de retourner en Algérie pour respirer, mais en même temps, tu as ta vie en France. Et est-ce que tu penses que c'est le ressenti qu'ont tout- toutes les personnes qui se sont exilées, toutes les personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour aller s'installer ailleurs? Est-ce que c'est ce ressenti-là qu'ils ont? Alors moi, je ne sais pas si c'est le ressenti qu'ils ont. Et que il y a peut-être des émigrés, hein, c'est ça, pas forcément des Algériens, ça peut être tunisien, ça peut être n'importe Oui, quel culture, des tout à fait. Anglais qui habitent en France ou des Ou Allemands, autre. voilà, ou autres. Euh, Il y a Jacqueline je- Bruno, il y a Jacqueline Bruno qui nous dit, oh oui, un grand oui. Donc, elle confirme. c'est Merci ça, Jacqueline. Ok. euh, Donc, il y a cette c'est vrai nostalgie. que ça peut concerner une personne qui en fait se sort de son milieu pour aller dans un autre milieu, en Mhm, fait. mhm, Je constate autour de moi des personnes qui ont, au début, en tout cas personnellement, et je pense on est nombreux dans ce cas, en tout cas les personnes qui sont parties dans les années 90, au début, on n'a pas fait le choix de partir. Hein. mhm, On mhm. était en Algérie, on était parfaitement heureux, on avait nos amis, on a été contraints de partir. Donc, c'était pas le choix. Après, on s'est installé euh, en France ou ailleurs. Mhm, Et je considère que si on n'a pas fait le choix au bout de 30 ans de revenir, c'est mhm. que quand même, on a quelque chose qui nous plaît dans le pays où on s'est installé. Donc il faut rester cohérent, c'est-à-dire euh, il y a quelque chose. On a quand même fait des attaches. On est comme une plante en fait. Oui. Elle s'est déracinée, mais elle s'est réenracinée. Mhm. Et, euh, et en fait, dans l'amour de soi, et je suis contente on le ressente, je voulais explorer le cas justement de personnes qui sont entre deux cultures, qui sont tout le temps entre deux choses. C'est ça. C'est cette notion d'identité multiple, d'être voilà, d'être sur ces deux choses, entre deux pays, deux cultures, deux systèmes de valeurs. Et quelque part, ce titre, l'amour de soi, pour pouvoir, parce que c'est très difficile de vivre comme ça, hein, Mhm, toujours mhm. entre deux choses. Hein, et ben, Certainement. peut-être que la solution, c'est de se choisir, de dire, je ne choisis ni l'un ni l'autre. En fait, l'un et l'autre, c'est moi et je me choisis moi. Bien dit. Une façon Bien dit. de dire, je ne choisis pas entre ma main droite et ma main gauche. Personne Mhm. ne peut m'obliger à choisir. Et pourquoi je choisirais? Parce que si je m'amputais ou de ma main droite ou de ma main gauche, ce serait me faire du mal à moi. Or, je décide de m'aimer dans ma complétude. Très bien dit. Justement, on ressent ça, hein, Tessa dit quand on lit. Il y a aussi Anis qui confirme hein, ce ressenti quand on quitte justement le pays d'origine. L'immigration n'est pas facile. Et toi qui as vécu ton enfance en Algérie jusqu'à Jusqu'à l'âge de jusqu'à l'université quand même, hein. 25, Donc, j'ai c'est, pardon? 25 ans. 25 ans en Algérie, donc c'est toute une vie. On ressent justement j'ai envie de dire ce paradoxe quand tu expliques le décor de
de l'intérieur de ta maison, de ton appart, et tu décris, même si c'est un appartement occidental et qui est à Paris, mais l'intérieur, est on voit le plateau traditionnel constantinois, les tableaux, les bordures en doré, etc., les tapis traditionnels en laine et tout. Donc, on revoit vraiment le Maghreb, on revoit vraiment ton amour pour l'Algérie, ton enfance, tes traditions, tes tantes. Et c'est ça, en fait, c'est cette culture que tu as emportée avec toi de l'autre côté. C'est Et, ça. euh, et je me dis, quand tu dis, je me dis, mais enfin, on ressent cet attachement, hein. Donc, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as toujours cette décoration du Maghreb, de l'Algérie, du nord de l'Afrique chez toi? Est-ce que tu gardes toujours ça? Oui, c'est quelque chose qui est tout le temps présent. Plus que cela, c'est même sur moi. Quand je sors avec toujours un objet qui vient d'Algérie, Mhm. ou un bijou, ou, c'est tout le temps sur moi. Et c'est quelque chose aussi dont je parle dans le roman, c'est la langue, le rapport à la langue. Oui. Quand je marche dans la rue, eh ben, j'écoute dans mes oreillettes, j'écoute de la musique algérienne. J'écoute Fadel Azzeri, euh, Cheikh Hatima, j'écoute Ben Toukay, Gerwed, Hasni. Quand je marche dans la rue, c'est Paris que je vois, Mhm. mais dans ma tête, toujours l'Algérie. Et toujours aussi, quand je parle à des personnes, même des Françaises qui ne connaissent pas du tout la langue algérienne, Mhm. ben, les premiers mots qui me viennent, ou des fois je leur réponds dans ma tête, mais en algérien. C'est toujours présent. Alors, justement, on retrouve toujours cette musicalité dans ton texte. Alors oui, tu as fait de la musique, donc tu joues au oud, c'est ça, c'est cette guitare. C'est Il ça. faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire oud. Et ma question pour toi, Tessalit, pourquoi le choix de cet instrument musical? Et à partir de quel moment tu as décidé de te mettre à la musique? Alors, la musique est arrivée dans ma... comment dire? Je ne l'y ai pas invitée. Mhm. Et jusqu'à présent, je ne devrais pas dire ça parce que je suis quand même, c'est moi qui ai fondé l'association Diva et c'est moi qui suis sa présidente. On va Mais parler de l'association, bien entendu, on y arrive. On va parler ouais, de la musique et de ton approche justement de la musique depuis le début. À partir de quel moment, je veux dire? mais, euh, mais je le dis de façon très honnête et aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il me l'a dit, était une bonne chose pour moi ou une mauvaise chose. Et je vais m'expliquer. Mhm. La musique n'était pas inscrite dans comment dire, dans mon plan de vie, en fait. D'accord. J'ai fait un peu de piano quand j'étais enfant, je Mhm. faisais du piano, du solfège. Nous J'écoutais sommes deux là, hein. Un grand point en commun, de ça dit. donc solfège, conservatoire à Alger. Mhm. Après, on a pas mal joué du piano à la maison sur partition. Mhm. Donc, comme tu l'as expliqué, maman est française, donc on n'écoutait pas trop de musique algérienne, c'était plutôt de la musique occidentale classique. Maman, elle est férue de musique baroque, Mhm. beaucoup de Bach, tout ça. Donc j'ai grandi comme ça dans la musique, mais la musique occidentale. Mhm. Et les premières années où je suis arrivée à Paris, il s'est passé un événement, quelque chose. D'accord. Euh, donc j'étais dans cette nostalgie, l'Algérie, Alger qui me manquait énormément. Mhm. Et un jour, je vois une affiche. C'était l'ensemble qui est la doyenne des associations à Alger. Je sais qu'ils ont donné un concert dernièrement. J'ai beaucoup, beaucoup de respect, d'admiration pour cette formation. Mhm. C'est Al Jazeera Al Mousselia, Ouais. très, très ancienne, la première Oui. association de musique arabe-andalouse. Je crois que c'était dans les années 1930. Mhm. Et là, c'était je sais pas, c'était peut-être en 2000, 2001, quelque chose comme ça, 2001, 2002, je ne sais pas. Et il y avait comme ça une affiche, c'était à Lima.
à l'Institut du monde arabe. Mhm. Je décide sur un coup de tête d'y aller. Et pas n'importe quel institut, Et hein. Tu fais déjà donc je un prends, bon démarrage. voilà, Mhm. c'était le soir, je vais écouter ce concert. Mhm. C'était pas en 2002, c'était plutôt en 2000-2001. Et je vais je rentre, j'étais seule, hein, j'étais seule, je m'installe pour commencer à écouter cette musique. Oui. Là, j'ai eu un choc, véritablement un choc émotionnel. Mhm. Et en fait, pendant tout le concert, j'écoutais, je voyais, mais je pleurais. J'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le concert. L'effet de la nostalgie, c'est ça? Pas seulement la nostalgie, il y avait la beauté incroyable. Ils étaient 40 sur scène, je crois. C'était très impressionnant. Mhm. Les femmes, elles étaient en tenue d'apparat. C'était la Mhm. splendeur. Vraiment la splendeur avec un grand S. Les hommes étaient en smoking, les instruments magnifiques. Et il faut pas oublier qu'on sortait de la décennie noire. Oui. Donc, à la télévision française, sur TF1 et tout, on voyait toutes les horreurs qui se passaient en Algérie. Mhm. Et moi, en face de moi, j'avais cette splendeur. Et quand je suis sortie de ce concert, j'avais pourtant 36 ans. Oui. Je me suis juré que moi aussi, je jouerais de la musique et moi aussi, je représenterais l'Algérie dans ce qu'elle a à l'étranger. Très beau. Et c'est comme ça que j'ai décidé je me suis mise à chercher un instrument, oud. Je me Mhm. suis dit, vraiment l'instrument arabe, algérien, pour la musique arabe andalouse, par excellence. J'ai pas pris le Mhm. plus simple des instruments. Oui. Et je me souviens que quand je l'ai acheté, j'ai fini par me le procurer. J'étais dans mon salon, je me revois comme si c'était hier. Et Mhm. j'avais cet instrument et je me disais, ok, d'accord, je l'ai. Maintenant, je sais comment, j'en Mhm. fais quoi et ça se tient comment, ça se joue comment. Et petit à petit, j'ai appris. Voilà. Bravo. Quelle Je- ténacité et quel amour profond pour tes origines. Bravo, Tassadit. Et d'ailleurs, tu mentionnes beaucoup de chanteuses dans ton livre, euh, beaucoup de références. Fadila Ziria, tu as parlé de Rythma, d'Edma, de, etc. Donc, de beaucoup de chanteuses algéroises notamment. Euh, et je me dis, en même temps, oui, je sais que tu es musicienne. Est-ce que tu chantes aussi? oui. Est-ce que tu joues uniquement ou tu chantes, Tassadit? Dans, dans, dans les ensembles de musique arabo-andalouse, les musiciens sont des chanteurs. Ça, c'est une des Mhm, particularités. On ne le sait pas, mais par exemple, le violon est tenu comme ça sur le genou, en fait. On joue comme ça. mhm, Et on ne le sait pas, c'est pour libérer la voix. Parce que si on tenait son violon comme ça, on ne pourrait pas chanter en même temps. mhm. Donc, en fait, tout est fait pour que le musicien puisse chanter en même temps. Donc, en effet, je chante et je joue aussi du oud. Et chanter, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on accède à la poésie arabo-andalouse, à la poésie médiévale arabe, en fait, mais qui venait du Maghreb. Et aussi, on a le haouzi aussi, où c'est pas de l'arabe littéraire, c'est Déjà. darja, c'est Ah oui, tout entre à fait. autres algériens, de vieux algérois, le vieil algérois, des Tout à mots fait. très anciens. Et ça, c'est magnifique pour moi. C'est une source de bonheur Mhm. incroyable. Justement, est-ce que tu as essayé aussi d'écrire? Parce que dans la musique, il y a la littérature et inversement. Est-ce que tu as essayé d'écrire des partitions d'Assadit ou pas? Est-ce que tu as tenté peut-être lorsque tu es entré dans ce groupe? Donc, on va parler de ce groupe, hein, le groupe Diva. Mais juste avant, est-ce que tu as écrit quelque chose, des chansons, des partitions musicales? Non, écrit, non, pas, en tout cas pas encore. Euh, euh, voilà, donc pourquoi pas un jour, mais Oui. jusqu'à présent, ça n'a pas trop traversé l'esprit. Par contre, ce que j'ai essayé de faire au maximum avec l'ensemble Diva, c'est de mixer les deux cultures dans tous nos programmes.
Très, très beau, oui. on a du jazz, on a de la chanson française qui est dans le même morceau, hein, dans le même Mhm. morceau. On va avoir du Haouzé et aussi de la chanson française. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que euh, la musique, c'est justement ça, c'est le métissage. La musique, c'est le métissage. Absolument. Alors, tu dis qu'à 36 ans, tu as quand même, tu t'es mise à la musique, tu as adoré ça, tu t'es procuré cet instrument traditionnel de la musique arabo-andalouse qui est le oud, et tu as décidé donc d'apprendre à utiliser cet instrument. Donc, ça t'a pris combien de temps? Parce qu'il y a nous avancé un Boulemis qui dit bravo, à 36 ans, il n'est jamais tard pour bien faire. Effectivement. Ça t'a pris combien de temps pour apprendre l'utilisation de cet instrument, tassadite? Ça m'a pris quelques années quand même, beaucoup d'acharnement, beaucoup de casser les oreilles à mon pauvre mari. Bon. Euh, J'imagine. et voilà, mais j'étais, vous savez qu'on est passionné, et ben, on compte pas son temps, Oui, on compte absolument. pas son énergie. Je me rappelle, je rentrais du travail, il était 19 heures le temps que j'arrive à la maison, avec les transports parisiens, tout ça. Mhm. Et ben, je mangeais vite fait, on se parlait vite fait avec mon mari. Après, j'allais dans la chambre, je prenais mon instrument et à 23 heures, j'étais encore en train de répéter. Très bien. Donc, il m'a fallu, Quelle ténacité, bravo. j'étais passionnée, vraiment passionnée, ça me plaisait tellement. Et puis, je sentais que j'avais du retard à rattraper parce que tout ce répertoire, non seulement arabo-andalou, mais aussi chabi et tout, Oui. il est immense. Et, euh, et donc, j'avais beaucoup de retard à rattraper. Mhm. Et justement, Voilà. est-ce que tu peux nous parler de cette fondation Diva, donc cette fondation qui a été, bah, tu es à la tête hein, de cette fondation, Tassadit, en 2019. J'y arrive. Donc en 2019, tu as quand même fait constitué cette fondation Diva. Oui. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée de faire cette fondation? À partir de quel moment? Et comment est-ce que tu as fait pour constituer ton groupe? Et quel est le programme aujourd'hui de cette association, ou de cette fondation, pardon? Alors, j'ai commencé par faire, entre guillemets, mes armes en musique auprès d'une association d'ailleurs, j'en profite là je ne cesserai jamais de les remercier, je leur dois énormément. C'est l'association Al Mawsili de Saint-Denis, qui est très, très Mhm. connue, hein. C'est une association de musique arabo-andalouse qui compte pas moins de 300-400 membres. C'est une très grande association et qui font vraiment notre fierté, que ce soit dans la région parisienne, mais en France. Hein, ils donnent des concerts dans des lieux prestigieux. Et j'ai fait mes armes dans cette association. Oui. Dans cette j'ai appris la musique andalouse. Et il m'a fallu désapprendre l'occidental, parce que la musique andalouse se joue à l'oreille et pas sur partition. Donc il faut apprendre à oublier l'écrit et ne se fier qu'à son oreille. Donc ça, c'était aussi un apprentissage, c'était assez difficile Mhm. d'oublier les notes et faire confiance juste à mon oreille, à mes doigts. Et donc j'ai appris comme ça. Et un jour, toujours, c'est grâce à ma fille quelque part, Mhm. de la harpe. Elle faisait de la harpe dans un conservatoire en région parisienne. Et tandis que je l'attendais dans le hall, elle est en train de prendre son cours de harpe. J'étais en face d'un panneau où il y avait tous les noms des salles du conservatoire de la ville où je vivais. Mhm. Et je n'avais jamais fait attention, mais en regardant, je me suis rendu compte que chaque salle avait le nom d'un musicien, d'un grand musicien. Mozart, Debussy, Bach, Mhm. euh, voilà, que sais-je, tous les grands musiciens. Mhm. Et puis et puis je regarde de nouveau, je m'approche, je me lève et je m'approche et je regarde salle par salle. Il n'y avait pas le nom d'une seule musicienne. D'accord. Que Je me suis des musiciens, hommes.
C'est exactement. comme Je dans me la suis littérature, hein, on va reprendre ça, mais c'est comme dans la littérature, tout à oui, fait à l'école. Mhm. assise. Et j'avais que ça à faire, hein. J'avais 2 heures à tuer. Et j'allume mon smartphone. Et sur mon smartphone, j'écris musicienne femme ou femme musicienne dans l'histoire. Mhm. Et là, je vois des dizaines de noms de femmes qui apparaissent sur mon Incroyable. smartphone. Et là, en fait, c'est quelque chose dont je parle un peu autour de moi, des gens qui ont des problèmes. Ça peut paraître excessif, mais j'ai senti une colère que je ne peux Mhm. pas décrire. J'ai J'imagine. une colère. J'étais hors de moi. Mhm. Je me suis dit, la plupart des professeurs, parce que la plupart des professeurs de musique sont des femmes, En plus. la plupart des personnes qui font vivre ce conservatoire sont des femmes. Mhm. Il y a parmi les élèves au moins la moitié de jeunes filles, dont ma fille. À quoi ça sert que je lui fasse donner des cours de harpe si, par un message subliminal, on lui fait penser qu'il n'y a pas eu de grande musicienne. Donc, à quoi Absolument. ça Tout à fait. Je suis de d'avis. toute, de toute façon, ne te fatigue pas, ma petite chérie. Tu ne seras jamais une grande musicienne. Pas note sur ta harpe, Ouais. mais tu ne riras jamais. Et là, je me suis retrouvée avec cette colère et je me suis dit, tu fais quoi avec cette colère? Cette colère, où tu la gardes et elle se retourne contre toi, ou Mhm. tu en fais quelque chose. Et là, j'ai décidé de fonder mon association Diva. Diva, l'association, l'association a 2 lignes éditoriales très Mhm. claires. La Mhm. première est le métissage dans la musique. La deuxième est la mise en lumière des femmes dans l'histoire de la musique. Donc, on monte des spectacles et dans ces spectacles, Oui. on parle des musiciennes, quelle que soit leur culture. Ça peut être aussi bien Joséphine Baker, qui est rentrée dernièrement au Panthéon Mhm. et qui était une grande chanteuse, comme ça peut être des musiciennes comme Shira Tetma, qui était une virtuose Oui. au violon. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quel genre de difficultés tu as rencontré lorsque tu as essayé de débuter justement de concrétiser cette idée de la fondation Diva? Est-ce Je n'ai que tu as pas rencontré des obstacles ou pas au début, en 2019? alors en 2019, je n'ai pas rencontré de difficultés à tel point j'étais allée voir le directeur du Mhm. conservatoire pour lui dire que voilà, j'allais créer une association, que j'allais déposer les statuts auprès de la sous-préfecture et que voilà l'idée que j'avais et est-ce qu'il acceptait de nous aider. D'ailleurs, j'avais demandé est-ce qu'on peut réfléchir peut-être à renommer au moins une salle sur 30, hein, juste avec le nom d'une musicienne Oui, de absolument. garde est très très connue, hein. C'était une musicienne du Moyen Âge vraiment extrêmement connue. Mhm. Il m'a dit renommer le nom d'une salle, ça va être compliqué. Par contre, moi, je suis prêt à vous aider. Mhm. Et à tel point que j'ai déposé les statuts, c'était tout début janvier 2019, Mhm. et on avait une date pour le 18 mars. Je n'avais rien, j'avais pas de musicien, j'avais pas de programme, D'accord. mais il m'a dit le 18 mars, tu as l'auditorium du conservatoire pour toi. Bravo. On avait 3 mois pour tout monter de zéro. Et on a donné notre spectacle. Alors, 2019, tu concrétises donc ce rêve de la fondation Diva avec quelques musiciens, hein, je dis bien, mais au début, si vous étiez que trois, j'imagine trois ou quatre. On était 4. Quatre, Voilà. Mm. voilà, quatre. Alors, là, j'ai deux questions et puis on enchaîne avec la littérature. Alors, pourquoi Diva et non pas un autre nom pour la fondation? Et ma deuxième question, par rapport à ça justement, comment est-ce que tu as fait pour avoir aujourd'hui combien de musiciens en tout et pour tout? On est une quinzaine. Voilà, Des fois, on est monté jusqu'à 18 à un moment. Ouais. parfait. Et voilà, tu nous dis comment est-ce que le recrutement a été fait. Alors pourquoi Diva et non pas un autre nom de Sadit? Alors,
diva, tout simplement parce que, alors c'est D-I-V-V-A, deux V, Devait. Oui. deux V, parce que j'ai pensé au diwan aussi, le mot diwan, Oui. Mhm. lieu où on se rencontre pour faire de Mhm. la musique, pour Mhm. des choses importantes. Donc le diwan. Mais diva, c'était pour un clin d'œil, c'est-à-dire pour parler de toutes ces femmes Ces femmes, qui oui. étaient véritablement C'est divas. intelligent. Je C'est intelligent. divas. Il y a des femmes, comme par exemple la comtesse de Die au XIIe Mhm. siècle, qui était une comtesse qui habitait dans le sud de la France, à 100 kilomètres au sud de Grenoble. Mhm. C'était une diva. C'est-à-dire, je sais pas, c'est comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme diva aujourd'hui de la musique pop aux États-Unis. C'était, personne ne pouvait ignorer son nom. Mhm. Et cette personne-là, on ne sait pas pourquoi, elle a disparu des radars. Mhm. C'est-à-dire, longtemps, moi, je me suis dit, on n'a pas entretenu son nom. Mais maintenant, de plus en plus, je pense que toutes ces femmes, elles ont été Des divas. sciemment invisibilisées. Mhm. Ces divas, c'était divas, elles étaient dans la lumière et tout à coup, elles sont sorties des radars de la mémoire collective. On les a d'ailleurs au début de chaque spectacle ou concert, je m'adresse au public et je leur dis, je pense que si je vous posais la question de me citer trois musiciens, Mhm. chacun de vous saurait me citer trois musiciens. Comme ça. Oui. Quel musicien, hein. Donc, je sais pas, n'importe qui, trois. Si je vous demandais de me citer une musicienne, je pense que vous ne pourriez pas me citer une musicienne de la musique classique. Mhm. Qu'elles ont été très nombreuses. Donc, il y a ce mot diva, c'est pour dire que ces divas, Mhm. il est temps qu'elles reviennent dans la lumière maintenant. Très Et très sous la bien. lumière du projecteur. Voilà, donc nous travaillons pour la Mhm. mémoire de ces divas. Et La deuxième est-ce qu'il y a question, un programme? Il y a la deuxième question, c'était oui. Voilà, la deuxième question, c'était par rapport au recrutement du personnel. Donc, oui, dans une fondation, il faut qu'il y ait vraiment donc j'ai envie de dire de oui, la main-d'œuvre musicale. Mais comment oui. tu as fait pour recruter justement tes musiciens et musiciennes? Est-ce que ça a été facile pour toi pour être une quinzaine en fait dans ce groupe aujourd'hui? Alors, pour l'association Diva, ce qui s'est passé, c'est que moi, vraiment bêtement, hein, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé qu'on serait des musiciennes pour parler des musiciennes, pas D'accord. parler des femmes. Très grande erreur que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai fait aussi cette erreur pour l'amour de soi. Vous voyez, Oui. la couverture est rose, hein. Donc, j'ai pensé vraiment que ça n'intéresserait que les femmes. Oui. Et, et vraiment, Mhm. le cadeau que m'a offert la vie, c'est qu'il y a eu des tas de musiciens hommes Mhm. qui sont venus et qui nous ont dit, nous, ça nous intéresse votre projet. On veut travailler avec vous sur ce projet. Très bien. Et ça, vraiment. Et, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour les musiciens du groupe, mais aussi pour les musiciens du groupe euh, qui sont complètement investis dans cette mission de redonner de la visibilité à nos grandes musiciennes. Et bien sûr, il y a des personnes qui se sont engagées beaucoup plus, toutes les personnes qui sont au conseil d'administration. Et donc, il y a Slimane, notre trésorier, Anissa qui s'occupe de la logistique, Nadir qui s'occupe de l'éducation. On a beaucoup de personnes très, très engagées. Parce que peut-être on ne fait pas que de la musique, quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire. Mhm. On se sent investi d'une mission. C'est ça. Et aujourd'hui, si je te pose la question, allez directement, puisque cette fondation s'appelle Diva, donc c'est féminin, et c'était ça le but initial d'ailleurs, hein, c'est pour
C'est pour ranimer un petit peu ou réanimer, hein, plutôt la féminité musicale, les divas, hein, les chanteuses d'antan, classiques, arabo-andalouses aussi. Oui, Alors, combien de musiciennes femmes dans ton groupe Tassadit aujourd'hui? on doit être moitié-moitié. Il doit y Ah, avoir, on est 6, 7 musiciennes, hmm, oui, et de différents types d'instruments. Mandoline, pas mal de oud aussi, à la percussion aussi. C'est très sympa très d'avoir bien. des femmes. Ouais. Absolument. Avec comme quoi, il y a toujours des hommes qui encouragent justement les divas dans tous les secteurs d'activité, hein. Pas uniquement dans la musique, mais je le dis comme ça en général. Et ça Oui, fait plaisir d'avoir ton groupe, ta fondation Diva, des hommes aussi qui soutiennent cette mémoire. oui. Revenons à la lecture, à l'écriture plutôt. Alors l'amour de soi, c'est exactement cette nostalgie que j'ai ressentie. Il y a beaucoup de musique. J'ai ressenti aussi la diva en toi, parce que tu parles divinement de la musique traditionnelle, de la musique andalouse, algéroise aussi. Et là, la question qui m'est venue en lisant ton livre, euh, tu as parlé un petit peu du style musical de ta mère qui est loin justement de ce style arabo andalou, hein, voilà, andalou. Oui, oui. Pourquoi ce penchant justement vers ce style musical, Tessadit? Pourquoi tu n'as pas suivi peut-être le choix, enfin le goût ou ce que tu écoutais étant petite, ce que ta maman écoutait lorsque tu étais petite? Parce que généralement, on est penché vers ce que nos parents écoutent quand on est petit, hein. Donc, et toi, c'est tout autre chose. Tu n'as pas suivi le style musical de ta mère, mais plutôt un autre style musical qui est celui de tes origines, côté paternel plutôt. Oui. Alors maman, après, par la suite, elle écoutait quand même, parce que c'est parce que la musique, c'est de la musique classique, hein. Mhm. Et on a écouté beaucoup de musique classique occidentale, et ben, on reconnaît des sonorités, hein, se ressemblent. Il y a des choses, en tout cas, qui se ressemblent. Après, je pense que je n'aurais jamais fait de musique arabe-andalouse si je ne m'étais pas exilée. En fait, la musique arabe-andalouse, et mais pas arabe-andalouse, chabé, el haouzi, tout Oui, ça, oui, oui. c'est mon lien. C'est le cordon ombilical à l'Algérie. Ça me permet de rester en lien. Quand je, quand je joue, je sais pas, on répète tous les week-ends avec le groupe. Et ben, les moments où je répète, je suis plus en France. Je suis plus du tout en France. Oui, j'imagine. Les sonorités reviennent. Quand on prend un taxi, les chauffeurs de taxi, ils aiment bien écouter Chabé. Donc, les sonorités, les paroles, euh, c'est c'est ça qui a fait que j'ai fait là. C'est parce que c'était un pour moi. C'était c'était le lien que je gardais. Oui. On va garder le lien, par exemple, avec la nourriture, très très forte. Mhm. Moi, le lien, c'est avec la nourriture, mais surtout avec la musique. Comme ça, le lien avec l'Algérie. Bravo, en tout cas, tu nous fais ressentir ça dans ton bouquin, dans ton livre, et pourtant, c'est un livre vraiment très court, 120 pages, Oui, mais je tiens à te féliciter parce qu'en 120 pages, tu as essayé de tout mettre dedans, tu as oui, essayé de tout raconter, et c'est ça justement l'art d'un écrivain. Tu aurais pu facilement t'étaler, écrire un pavé de 400 à 500 pages parce que il y a vraiment, tu racontes vraiment les deux rives et là, ça demande beaucoup, hein. Ça demande beaucoup pour écrire un pavé, mais non, tu as condensé tout ça en 120 pages. Je te félicite d'ailleurs, Tessadit. Alors, l'écriture, ce rêve d'enfance, tu as toujours rêvé d'être écrivaine, donc il y a cet artiste en toi, hein, on le ressent, on le voit d'ailleurs. Euh, Comment est-ce que tu as écrit justement
les débuts de ce roman? À partir de quel moment tu as commencé à écrire les débuts de ce roman et comment tu as fait, c'est-à-dire pour donner cette idée générale? Est-ce que tu as commencé par écrire comme ça des petits brouillons ou bien tu connaissais l'histoire, tu savais d'emblée qu'est-ce que tu voulais raconter? Alors, je m'adresse et je réponds à une écrivaine. Donc, je sais pas toi tu chemines. Et je pense que chaque écrivain, il a sa façon de travailler. Tout à fait. Pour ma part, euh, quand je commence à écrire un texte, en fait, j'ai une vision quasi photographique de la fin, de l'image de fin. Et en fait, quand je commence à écrire, c'est un cheminement. J'ai pas de structure, je fais pas D'accord. de plan, j'ai pas de plan, j'ai rien. C'est, je sais Donc, pas, c'est comme si il n'y a tu pas sors. de préparation, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas du tout, hein. Donc, C'est tu écris au c'est- feeling, c'est ça? c'est comme si tu sors de chez toi, demain matin, voilà, 10 heures, tu prends ton petit déj, tu Mhm. sors de chez toi. Mais avant de sortir de chez toi, tu as eu la vision de la grande poste. Vois la grande poste. Voilà, tu as juste cette image. T'as pas de plan, t'as pas Google Maps, t'as rien, Oui. t'as rien. Tu sors Mhm. et tu décides d'y aller un peu au feeling pour arriver à cette image. Mhm. Ben, c'est comme ça que j'écris. Bravo. J'écris, j'ai une image très forte. La dernière page du roman, c'est une image qui s'est imposée à Mhm. moi. J'ai écrit tout le roman pour aller vers cette image. Et je te demande, justement, parce que là, j'ai compris que tu n'es pas architecte, mais tu es plutôt, on va dire, jardinière. Mais je n'aime pas trop dire jardinier, architecte, parce que même si on est jardinier, il y a toujours le il y a toujours ce squelette à l'intérieur, cette image, comme tu viens de le décrire. Donc, on sait à l'avance un petit peu comment l'histoire va se dérouler. Donc, tu avais déjà l'image de fin. Et ce qui est bien, c'est que tu avais ton roman dans ta tête. Hein. C'est ça. Tu savais qu'est-ce que tu voulais écrire et par quoi tu voulais commencer. Tout à fait. Oui, oui. Il y a des thèmes que je voulais aborder, ça c'est sûr, dans ce premier roman. Mhm. Comme tu le dis très justement, et tu as tout à fait raison. Le premier roman, je pense qu'il est comme le premier enfant. En fait, il cristallise Tout à tout fait. ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on... On met beaucoup, beaucoup de choses dans le premier roman. Et il y avait beaucoup de thèmes que je voulais aborder. Je voulais aborder le sujet de l'expatriation, de l'exil, Oui. le sujet rapport à une ville qu'on a quittée, à notre enfance et à notre nouvelle vie. Je voulais aborder aussi un autre sujet qui est le sujet donc de la musique. Je voulais parler aussi du sujet du monde professionnel. J'y tenais absolument. Ce Oui, n'est et c'est pas mentionné, hein, parce que là, je t'ai dit, en 120 pages, tu as mentionné pas mal de choses, de détails. On est avec cette femme qui travaille, cette à femme la algérienne qui travaille en France, voilà, qui travaille dans le quartier d'affaires de la de la Défense. Défense. Oui. Donc un domaine, c'est vraiment le milieu des bureaux et professionnels par excellence. C'est même la Oui. caricature en fait de ce que le monde de l'entreprise, cet endroit-là, avec les tours, avec Mhm. que des gens qui sont ultra diplômés. Mhm. Quand on rentre dans cet espace-là, il y a plus, il y a plus, on doit plus, on parle pas de ses enfants, on parle pas, on est là pour travailler, pour faire du chiffre, Mhm. pour faire du bénéfice. Mhm. Et je Oui. voulais parler de ce monde de l'entreprise. Et je voulais aussi parler de l'amour. Je voulais parler d'une forme d'amour Mhm. qui est abusive. Je ne sais pas si on le ressent ou pas dans le roman, mais c'est quelque chose Alors, que je alors moi vis. je te dis, je l'ai très bien ressenti, hein. Donc l'amour est in the air.
vraiment. Donc, du début à la fin, il y a cette romantique, vraiment cette romantique qui est en toi, parce que c'est cette sensibilité. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que il y a l'amour, mais en même temps, il y a le cœur et la raison il y a comme un monologue en partie. Ce n'est pas directement un monologue. Ouais, Et juste entre parenthèses, je tiens à dire ça, c'est que ça a été écrit. Et moi, j'aime beaucoup quand c'est écrit à la première personne, le je. Donc, on est automatiquement, systématiquement avec le personnage principal. Donc, on vit avec le personnage. Et c'est ça, en fait, ce qui a fait que tu as su mettre en relief cette personne où on est censé bouger avec elle. On est censé bouger avec cette héroïne partout dans son travail, sa vie tous exact. les Et jours. dans ce Il y a fait, beaucoup de questionnements. Il y a ouais, beaucoup de questionnements et j'ai l'impression qu'elle se cherche, qu'elle se recherche. elle Elle se, recherche quelque chose en elle, cette héroïne. exactement, elle se cherche. Parce que, en fait, tant qu'elle vivait à Alger, tout était évident. Sa vie était toute tracée. Mm. Mais je pense que cela peut arriver même quelqu'un qui est atteint d'une grave maladie ou de quand il y a quelque chose, une rupture, quelque Mhm. chose de grave qui se produit. Euh, en fait, comment dire, on parle de cesse, c'est-à-dire les fondations, elles bougent. C'est comme un tremblement de terre. Oui, Dans, et là, quand on a ce tremblement de terre, se pose la question qui je suis, qui je suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Je pensais que j'allais faire ça, 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 que ma vie allait être ça. Et puis il y a une rupture. Et maintenant ma vie, c'est quoi? Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qui est important pour moi? mhm. Et c'est vrai que cette héroïne, elle se cherche. Elle, on la voit déambuler. Elle déambule, hein, vraiment, dans Paris. Elle marche comme ça au hasard, en fait. Hein. Elle s'offre des journées comme ça où elle marche dans la ville, comme ça. Elle prend son temps, elle déambule. Un peu comme si elle prenait possession de la ville. Oui, La ville, elle la connaît pas, donc elle apprend à la connaître. Et pendant qu'elle déambule, et pendant qu'elle apprend à connaître cette ville, elle apprend à se connaître elle aussi. absolument. C'est ça ce que nous ressentons dans le livre, dans cette histoire. Il y a aussi il y a la féministe en toi, beaucoup de féminité, mais il y a cette féministe qui est en toi parce que tu défends la femme d'une manière ou d'une autre, que ça soit artiste, la femme qui travaille, la femme. Il y a ce côté fort qui est en toi. Tu défends la cause de la femme et tu dis cette femme, c'est la femme algérienne. Cette femme, c'est celle que je cherche en moi et en dehors de moi. Oui. Pourquoi la femme algérienne particulièrement? Je suis très émue d'entendre ce passage. C'est pas moi. Je trouve je suis émue d'entendre cette phrase. Oui, la femme algérienne, parce que la femme algérienne est une femme, la femme française aussi, hein, parce que je suis faite de ces deux matières. Mhm, Mais la femme algérienne est une femme très forte, extrêmement forte. Et quand on est une petite fille et on grandit en Algérie, oui. on voit toutes ces femmes qui sont très fortes, tantes, nos voisines, nos grands-mères. Et pour une petite fille, c'est très impressionnant Mhm, de voir ces femmes qui sont vraiment fortes, vues de l'extérieur, vues de l'Occident. C'est que les femmes arabes, musulmanes sont dans une sorte de soumission. Pas du mhm. tout. Elles sont très, très fortes. Et je me dis, en Algérie, je ne sais pas comment on peut être une femme et ne pas être féministe. Parce que les femmes, elles sont juste incroyables. Oui. Et quand on est une petite fille et qu'on est entouré de ces femmes-là, Mhm, ben, justement, on les recherche parce qu'elles sont lumineuses, éblouissantes. mhm. On se dit, j'aimerais être comme elles. Alors, Tassadit,
Ce n'est pas mentionné dans ton livre, mais ça, c'est une question un peu personnelle que je vais poser, d'accord? Ce que j'ai cru comprendre dans le livre, c'est que, bien entendu, tu ne parles pas du tout de ta famille paternelle, hein, donc en Algérie. Tu ne parles pas de ta famille maternelle qui est en France parce que ta mère est française, mais tu as de l'admiration, tu as beaucoup d'admiration, beaucoup plus que je comprends, par la femme algérienne. C'est ce que tu viens de dire. Mais quand j'ai terminé le livre, à un moment donné, je lisais, je me disais, OK, ça va arriver. Elle va peut-être citer ses idoles. Je ne parle pas du côté musical parce que ça a été cité, mais je parle du côté de la vie de tous les jours, ces femmes qui t'inspirent et qui te donnent justement ce courage et qui t'ont montré, peut-être quand tu étais petite, le courage de la femme algérienne. Alors, cela ne veut pas dire que les autres femmes ne sont pas courageuses, hein. Toutes les femmes du monde sont courageuses, ça C'est c'est quoi? clair, et c'est des battantes et c'est des femmes tenaces et elles font tout pour leur foyer, leurs enfants, voilà. Mais là, on parle de ce côté algérien qui est en toi. Ce n'est pas ici, tu n'as cité en aucun cas, mais moi j'ai compris peut-être que tu as été inspirée par tes tantes, ta famille maternelle, ta famille algérienne. Oui. Parce que tu as beaucoup de ça, tu racontes beaucoup de ça pour une fille dont la mère est française. Tu as cité beaucoup plus le côté qui l'a emporté, c'est le côté vraiment algérien, paternel. Donc côté femme, hein, bien sûr, bon, paternel. Donc peut-être ce sont tes tantes, peut-être ta grand-mère, peut-être ce sont qui ces femmes qui ont su vraiment endoctriner cette belle chose en toi? Est-ce que ce sont tes tantes? Est-ce que c'est ta grand-mère? Est-ce que c'est des Alors, c'est cousines? ben, c'est la première d'entre elles. La première d'entre elles est ma tante, Rabbi yarhamha, Dalila Rabbi yarhamha. Bien Je suis salam. très de, de citer son nom, qui a été une extra, euh, qui m'a construit en fait. Euh, et c'est vrai il y avait, elle c'est la première, c'est celle qui se tient au devant. Mhm. Et après, il y a aussi plein d'autres femmes. Faut pas oublier qu'en Algérie, je le cite dans le roman, j'ai fait mes études au lycée Hassiba Ben Bouali. Oui, oui, c'est cité. Tu as cité même cette grande moudjahida, donc Hassiba Elle, Ben Bouali, effectivement. elle était à peine lycéenne quand elle est morte et quand elle a été assassinée. Et une résistante. Euh, et ces femmes, en fait, il y a les femmes que je connais, mais il y a les femmes qu'on voit sur les noms des boulevards. Mhm. Le- la rue Hassiba Ben Bouali, c'est l'une des artères les plus importantes d'Alger. Donc, euh, en fait, pour moi, la femme algérienne, elle est présente partout. Après, il y a une femme qui représente la culture française, mais la culture franco-algérienne pour moi. Le Franco-algérienne, oui. plus, c'est ma mère, et ma mère est très présente. Elle est au début du livre et à la fin du livre. Elle est tout le temps dans le livre. Tout à Donc, fait. On le va premier suivre. Tout à roman, fait. Mhm. voilà, il y a ma mère. Il y a ma mère. Et ma mère, elle représente aussi Mhm. cette femme, cette Française qui débarque en 1965 ou 1966, seule avec son mari, un Algérien. Elle a laissé toute sa Mhm. famille en France. Oui, Elle ne savait pas parler l'arabe, elle savait rien. Un pays qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Et elle s'installe, elle et travaille, elle elle a trois, apprend le dialecte algérien, hein, le diabète. par-dessus tout. Elle a fini par apprendre le dialecte algérien. Elle, elle obtient la nationalité algérienne, l'une des nationalités les plus dures à obtenir au Tout monde. à fait. Elle obtient cette nationalité. Elle embrasse complètement cette culture algérienne. Nous, à la maison, les veilles de l'Aïd, avec maman, pendant 2, 3 jours, on était avec les plateaux, le gâteau l'Aïd, Mhm. avec une Française. Maman, quand elle est arrivée en Algérie, elle avait quand même 25, 26 ans, c'était une femme. Ah oui. Mhm. Et elle a embrassé toute cette Culture, culture. Et oui. j'ai beaucoup d'admiration, Oui. Quel énormément courage, hein. Mhm.
bien sûr, pour ma mère, je me dis, il faut avoir un courage incroyable pour tout laisser derrière soi et construire une vie comme ça dans un pays qui n'a ni la même culture, ni la même religion, ni la même langue, ni les mêmes valeurs. Il n'y a rien. Il y a Mhm. rien. Tout Faut à tout fait. Alors là, on comprend encore d'où tu détiens cette ténacité aussi. Bravo pour ce courage. Alors, Tessa dit vers à la fin, il y a une phrase. Comment est-ce que tu as clôturé donc ton livre? Et ça n'a rien, ce n'est pas un spoil, hein, cher auditeur, cher spectateur. Donc il n'y a pas de spoil du tout. Alors, il en est de même pour moi. Je ne peux plus attendre. Maintenant, je dois advenir. Alors tu ne peux pas attendre quoi, Tassadit? Je ne peux pas attendre. En fait, euh, je m'en suis pas rendu compte quand j'écrivais cette phrase, Mhm, mais après, quand le roman a été publié, j'ai compris, et ça c'est moi qui parlais, mhm, c'est une autofiction, hein. Une grande partie du roman est une fiction, une partie c'est assez c'est du vécu, hein. Ça fait référence à des souvenirs que mhm. j'ai. Oh oui. Et quand le roman a été publié et quand la première fois je l'ai pris comme ça dans mes mains, Mhm. j'ai compris que cette phrase maintenant je dois advenir, ça veut dire que maintenant je ne peux plus attendre, je dois devenir une écrivaine. Ah, très bien. Très bien. Donc c'est en référence à l'écriture, c'est ça. Oui. Très bien. Alors en parlant de l'écriture, cher Tassadit, euh, tu es en phase d'écriture actuellement. Est-ce que tu te projettes sur un deuxième roman? Tout à fait. Un deuxième roman, Super. C'est une tout à bonne fait. nouvelle. Oui. Alors, c'est un roman bien sûr, sans spoiler, sans rien, de quel genre, quelle catégorie? Est-ce que c'est dans le même style? On va être entre les deux rives, c'est-à-dire entre les deux cultures, ou bien c'est tout un autre genre, un autre style? Oui, un roman qui sera toujours sur les deux cultures, tout à fait, tout à fait. Très bien, super, Avec de la musique toujours présente. Je pense qu'il y a des magnifique. choses qui seront toujours présentes dans mon écriture. En parlant de la musique, je sais que tu joues le oud. Est-ce que tu as envie à la fin du live, spontanément, je pose la question, de nous jouer un petit morceau ou bien nous chanter, nous fredonner quelque chose, ou tu préfères pas? En fait, mon instrument, tout à l'heure j'ai vérifié, il est complètement décédé et j'avais pas N'est le pas temps de accordé? D'accord. Tu voudras peut-être chanter quelque chose à la fin du live? peut-être, oui, Très un bien, petit. très bien. Alors, je reviendrai vers ça tout à l'heure. Là, juste pour reprendre l'écriture, etc. Tu sais, Tessa dit, donc, avant de devenir écrivain, on est d'abord lecteur. Donc, si je te pose la question, Tessa dit, quels sont les livres qui t'ont marqué dans ta vie? Étant petite, des classiques ou bien des contemporains, étant adulte. Alors, quels sont les livres qui t'ont marqué et est-ce que tu peux nous parler des lectures peut-être que tu gardes fortement en mémoire? Oui, alors quand j'étais jeune, j'étais collégienne, lycéenne. Bon, c'était une époque où l'Algérie n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc les jeunes filles, pendant les grandes, il y avait beaucoup de vacances. Je crois qu'il y en a encore toujours beaucoup. Il y a beaucoup de vacances scolaires. Oui, Et en France, beaucoup plus hein, qu'en Algérie. euh, c'est surtout l'été. L'été, les vacances sont très Yep. longues. En France, ça dure 2 mois. Oui. De mémoire, en Algérie, c'était plus que deux Oui, mois. oui, C'était oui, peut-être en Algérie, c'est 3 ou 3 mois. Oui, attends, voilà. ouais. Mhm. Et donc maman travaillait, papa aussi. Et quand on était des jeunes filles, hein, j'ai pas de frères. Et pendant 3 mois, ma mère, elle avait peut-être 15 jours de vacances. Il faut occuper les 2 mois et demi. Il faut les occuper. C'est pas comme la génération d'aujourd'hui. À notre époque, on est une fille, on sort pas dans la rue.
on sort pour aller faire des courses, on rentre et c'est terminé, Il quoi. n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, les écrans? Oh, il y avait la télé qui commençait, je crois, à 17 heures ou je sais pas quelle Oui. heure. Donc, il y avait pas aussi le bouquet, là, avec, il y avait pas les paraboles, tout ça, ça Mhm, n'existait pas. mhm, Donc, comment je me suis occupée? Eh ben, avec les livres de ma mère. Ma mère a toujours énormément lu mhm. et j'ai pu puiser tout simplement dans la bibliothèque de ma mère. Et il s'est trouvé que j'ai commencé par lire plutôt des anglaises traduites en français dans D'accord. Donc la littérature anglo-saxonne. anglo-saxonne. Très bien. Exactement. Mhm, Donc, Virginia Woolf, euh, euh, Marguerite Duras. mhm. euh, Qui est française, oui. voilà, Marguerite Duras. Pour moi, il y a quelque chose qui se ressemble entre les deux écrivaines. Euh, voilà, pas mal Catherine Manfield, les sœurs Brontë, voilà, Mhm, oui. pas Les beaucoup. bons Donc, classiques, les, quoi. Vraiment les les- bons classiques. Mais je vois que tu cites uniquement des écrivaines. oui, Donc, j'ai lu femmes. beaucoup. Bon, j'ai lu beaucoup de. Ce n'est pas que j'ai pas essayé de lire les hommes, Mhm, mais lis les hommes. En fait, l'image qu'ils renvoient de la femme, oui. euh, elle est donc l'héroïne où elle meurt à la fin. Et je veux dire, l'écrivain il la sacrifie. Et où elle tourne mal, où elle finit dans la misère, et, et cette, je sais pas, je trouve que Oui. la littérature classique, l'image qu'on donne de la femme, elle est, en tout cas moi je ne me retrouvais pas en tant que jeune fille, et j'avais pas envie de voir des images Mhm. pareilles. J'avais envie de lire des choses plus constructives en tant que jeune fille qui allait Donc, devenir une. oui. Mhm. Voilà. Bah, très bien. Donc, est-ce que tu peux nous citer quelques titres comme ça qui t'ont marqué, hein, ou bien des titres que tu peux relire encore et encore? Oui, alors là j'ai mes livres qui sont à côté de moi, donc Ah, il y bah a super. Tu nous montres? Les Vagues de Virginia Woolf, par Ah exemple, ouais. mais il y a aussi sa célèbre Chambre à La soi, chambre à soi. un essai où elle explique les conditions pour qu'une femme puisse écrire. Mhm, Celui-là, j'ai lu un nombre de fois incalculable, mhm, je régulièrement. Il y a aussi une écrivaine que j'ai pas citée, mais qui pour moi est une très grande mhm. écrivaine. C'est pas juste une écrivaine de distraction, de polar, et c'est Agatha Christie. Ah oui, Agatha Christie, c'est un moi, classique. Agatha Christie, c'est un classique du genre policier. Oui. et pour moi, c'est une écrivaine, une Bah grande oui, écrivaine. Parce absolument. qu'une personne qui arrive pendant sa vie à écrire presque 80 romans, c'est très très impressionnant quand on est soi-même un écrivain. Quand on sait Absolument. euh, qu'il faut pour écrire un roman, on se dit comment elle a fait pour en écrire 80. Et concernant Agatha Christie, il y a son autobiographie et que je lis, relis régulièrement Oui. parce que je cherche clé dans son autobiographie parce que elle était mariée, elle avait une enfant et donc Oui. je Tu me te vois en elle un peu, c'est ça? a fait Oui. élever des enfants, être mariée, en même temps écrire 80 livres. Alors voilà, et je lis donc beaucoup d'autobiographies C'est d'écrivaines. super. Les autobiographies, c'est à conseiller. C'est ça, je cherche des clés pour savoir comment s'organiser les écrivaines pour Mhm. écrire tout en menant le reste de leur vie sociale, Oui, amicale, familiale. tout à fait. Voilà. Et la meilleure, enfin, je peux te conseiller aussi la biographie de Danielle Steele. Alors Oui. Danielle Steele qui est américaine, qui écrit énormément donc de romans de style un petit peu ce n'est pas de la romance hein, mais vraiment donc il y a du thriller domestique etc. Mais elle écrit énormément mais elle c'est aussi une référence si tu as envie de comprendre comment elle s'organise parce que avoir 9 enfants et éditer chaque année un bouquin donc elle est tout le temps dans les New York Times sur les plateaux américains on lui pose tout le temps cette question comment est-ce que vous faites, Danielle Steele, pour avoir des enfants. Maintenant, elle a des arrières, des petits-enfants. Elle en a plein de petits-enfants. Et elle continue quand même à écrire, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Et là, c'est intéressant en même temps de voir. Et si tu es d'accord avec moi, quand tu lis les biographies de ces écrivaines, etc., mais ça diffère. Hein. Mais chacune, ou chacun, chaque écrivain a sa méthode
Mais particulière. ta C'est routine, incroyable. tout à fait, tout à fait. Mais à chaque fois, c'est intéressant. C'est des clés, hein, en Tout à fait, qu'on va fait. chercher là. Mm. Ah ben, franchement, alors, là, je suis vraiment contente. Tu nous montres quoi comme bouquin? Donc, tu as Donc, encore des bouquins à nous montrer? j'ai montré à Agatha Christie, donc Virginia Woolf. Là, je viens de lire en ce moment Les chemins parcourus d'Edith Wharton. D'accord. Et c'est une autobiographie. Et elle raconte Mhm. justement comment elle est venue à l'écriture et comment elle est rentrée dans ce monde Magnifique. des lettres. Ah ben, c'est super. Nous prenons note. Voilà, nous prenons note pour tous ceux qui n'ont pas encore lu ces livres, chers membres, chers amoureux de la littérature. Prenez note. Merci beaucoup. Donc Tassadit pour ton temps ce soir. Je vais donc continuer ce live avec quelques questions, si tu permets. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, cher Tassadit, si tu devrais écrire le livre chef-d'œuvre de ta vie, ça serait pour qui? Alors le livre chef-d'œuvre, je sais pas, c'est sûrement pas un chef-d'œuvre, mais j'ai commencé par le livre qui me tenait le plus. C'est ce premier roman que j'ai dédié à ma mère Ah, et qui pour moi commence et finit par ma mère. très bien. Donc c'est pour ta mère. D'accord. Très bien. Parce Par qu'en le lisant, moi, je croyais que c'était pour toi, pour ta propre personne. D'accord. Mais c'est bien aussi. Ça pourrait être aussi pour la maman. Oui. Alors, deuxième question. Maison d'édition ou auto-édition? C'est euh, maison d'édition, c'est quand même pas mal parce que ça permet de se concentrer sur son travail d'écriture. Oui. Donc, maison d'édition. Donc pour toi, maison d'édition. D'accord. Parce que tu n'as pas assez le temps pour l'auto-édition, peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. Noir ou blanc? Ça, c'est compliqué. Mais blanc, parce que j'essaye de ne jamais porter de noir, même si là, j'ai un col roulé. Blanc, Ou peut-être blanc. blanc parce que Alger la blanche Oui, aussi, aussi. aussi, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, bonne ou mauvaise, que tu as vécue dans un salon du livre ou lors d'une rencontre littéraire? Euh, c'est plusieurs anecdotes, mais qui se répètent, comme quelque chose qui se répète, comme un écho, en fait. C'est à chaque fois, je vais dans un salon du livre ou dans une rencontre quelconque, et je Oui. m'attends à ce que ce soit plutôt des femmes qui viennent acheter mon roman, Mhm. et ce sont des hommes qui viennent acheter mon roman. Ah, d'accord. Je suis très étonnée à chaque fois. Et comme je le disais, pourtant il est posé là, il est très rose, je veux dire. Oui. Et à Et chaque pourtant, même le titre est un peu, voilà, on va dire un peu féminin aussi, l'amour de soi. Et c'est ça ça. attire la jante masculine. Waouh. Et ça attire la jante masculine et donc des hommes qui me disent je vais l'offrir à ma fiancée, d'autres qui me posent la question qu'est-ce que c'est, pourquoi ce titre, l'amour de soi, comment on peut développer son amour pour soi-même Voilà, ça et que des risque de virer vers le développement personnel un peu, hein, par moment, exactement en des posant hommes ce qui genre me de posent questions. la question, je trouve ça tout ça c'est des surprises et des découvertes pour moi, c'est extraordinaire. Ah bah, super. Donc, c'est des livres majoritairement, ton livre est acheté majoritairement par des hommes, mais on va dire offert pour des femmes. Allez, pour bien clôturer. Alors, tu préfères écrire à la première ou à la troisième personne? Je vois que Toujours déjà ton la livre première. est écrit à la première personne. Et le prochain sera écrit aussi à la première, alors qu'il y a plusieurs personnes, mais à chaque fois à la première, Très bien. Ah, très hâte, hein. Très hâte de découvrir ton prochain, Tassadit. Alors, écrire au stylo ou au clavier directement? à clavier, clavier, D'accord. et clavier, parce que il y a ce bruit. En fait, quand on De la écrit, il machine. y a un bruit quand on tape au clavier, en fait, c'est comme presque de la percussion. Et donc c'est
Ah oui, clavier, passionnément. D'accord. Ok. Très bien. Bah, je note, je découvre avec toi. Oui. D'accord. Moi, je croyais que tu allais dire beaucoup plus au stylo d'abord. Il y a toujours cet artiste en nous, mais oui, clavier, ça répond. Voilà, la touche peut-être, touche musicale. Alors, cinéma, théâtre ou opéra, t'as ça dit? J'aime beaucoup l'opéra, Mhm. mais force est de constater que je vais plus au théâtre. D'accord. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on a jouée, qu'on a créée avec l'ensemble Diva. Pour la Fondation Diva, oui. D'accord. Exactement. Très Oui. bien. Joué par des femmes ou des hommes ou mixte? C'était une comédienne qui a fait le cours Florent et il y avait tous les musiciens qui étaient sur scène pendant que elle jouait la pièce de théâtre. Très bien. Alors, Tassadit, tu souhaiterais écrire comme qui? Comme je tremble intérieurement en répondant à cette question parce que j'ai l'impression de, je sais pas, presque de blasphémer, mais ou de outrepasser, mais Mhm. Tu as le euh, droit de rêver, hein, donc tu as carte blanche, tu as le droit de rêver. c'est pour ça que je tremble intérieurement. Mais D'accord, moi, génie de la littérature, c'est Virginia Woolf. d'accord, très bien. Alors, tu rêverais d'écrire comme Virginia Woolf. Ouais. Alors, s'il resterait un seul livre à conseiller, un seul et unique à conseiller pour lecture, ça serait lequel? Une chambre à soi de Virginia Woolf. D'accord, on comprend que tu es fan de cette autrice, Complètement. que j'aime beaucoup d'ailleurs, et je conseille, nous conseillons vraiment Virginia Woolf à la communauté si vous n'avez pas encore lu Virginia Woolf. Allez-y. Alors, quelle est ta boisson chaude préférée, Tassadite? Sans hésiter, le thé à la menthe. Thé vert à la menthe. Traditionnelle, Citra. très bien. Alors, ton chanteur ou ta chanteuse, puisqu'on parle de diva, préférée, favorite, Sans que tu aimerais hésiter, écouter en boucle, sans cesse. sans hésiter, Fadela Zeria, qui était d'ailleurs, elle ne savait ni lire ni écrire, hein, Mhm. cette diva incroyable. Et j'ai une admiration folle pour elle. D'abord, elle avait un charme fou. Oui. On voit des vidéos quand elle était sur scène, un truc incroyable. Elle dégage un truc incroyable. Mhm. Et en plus, on se dit tout ce répertoire qu'elle maîtrisait alors qu'elle ne lisait pas. C'est tout dans la mémoire, tout dans la tête. Il faut apprendre quand même des dizaines, voire des centaines de chansons sans avoir le support écrit. Une admiration folle pour Fadela Zeria. C'est mon idole. Et je rajouterai Anna Tawiri. Alors, je rajouterai pour Fadela Zeria, justement, diva, mais par-dessus tout, si tu remarques, elle a ce courage, ce charisme, parce que derrière elle, il y a toujours un orchestre majestueux, constitué d'hommes uniquement. Et Tout elle est à la fait. seule femme à chanter et tous les hommes sont derrière elle pour suivre justement son rythme. Une vraie diva. Ah oui, une diva. Oui. Tu souhaiterais peut-être nous chanter quelque chose pour clôturer ce live, mais non, mais avant cela, une petite question. Avant de te poser celle-là, où est-ce que nous pourrons trouver ton livre, L'amour de soi, Tassadit? Est-ce qu'il existe en Algérie, en France, si c'est en France, c'est où, en Europe où, et en Algérie où, s'il te plaît? Alors, en France et même en Europe, il y a des personnes qui l'ont commandé de la Belgique au Luxembourg, tout ça. Et on peut le commander sur Amazon, sur la Fnac.com, Très bien, auprès de son libraire préféré. On va dans le libraire de sa rue et on le commande et on l'a en moins d'une semaine. super. Euh, et donc, il est vraiment partout en France. Mhm. On l'a même dans les magasins Fnac, tout ça. En Algérie, justement, je recherche un éditeur pour Oui. pouvoir le coéditer en Algérie et Mhm. pouvoir le distribuer en Algérie. Donc, c'est vraiment mon but.
Bah, j'espère vraiment qu'il sera bientôt dans les librairies en Algérie pour la communauté algérienne et pourquoi pas maghrébine aussi, hein. Oui, Voilà, donc un livre très léger, très subtil. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup d'amour et on peut le lire vraiment très rapidement. À conseiller, vraiment, l'amour de soi. On va vraiment vivre avec l'héroïne entre les deux rives, Paris et l'Algérie. L'Algérie, son pays d'origine, son pays de naissance, et puis Paris, son pays où elle travaille, où elle fait sa vie. Et il y a cette nostalgie. On voit vraiment l'héroïne heureuse, mais aussi l'héroïne nostalgique. Voilà, donc merci beaucoup. Merci infiniment Tassalit pour ta présence ce soir. Merci d'être avec nous. C'était un plaisir cet échange merci. sincère avec toi. Nous avons voyagé entre l'art, la musique, l'écriture, sachant que tu es donc ingénieur en travaux publics à la base. Oui, Merci donc, beaucoup, cher artiste. Et pour finir, Tassadit, est-ce que tu souhaiterais peut-être dire un dernier mot et nous chanter quelque chose? Moi, j'ai hâte d'écouter peut-être Fadila Zeria, alors, euh, peut-être pas Fadela Zeria, mais, selon ce que tu veux. mais une chanson de Piaf. Edith Piaf, d'accord. Très bien. De Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un enfant. Magnifique, très douce voix, magnifique. Merci beaucoup pour ce petit extrait, Tassadit. On voit vraiment la douceur, la féminité et l'artiste complète en toi. Merci beaucoup, chère Annie, pour d'être présente ce soir. Un Non, dernier conseil, peut-être un conseil à donner à toute personne qui souhaite se lancer dans l'écriture. oui, euh, on va pas vous mentir. Ni Ania ni moi n'allons vous mentir. Écrire, c'est pas facile, hein, parce que ça demande quand même disponibilité, du temps. Ça demande aussi à dire non à plein de choses. Dire non, j'ai envie de faire UCS, non, j'ai envie de regarder un film, non, j'ai envie de sortir avec mes amis, non, 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 pour dire oui à l'écriture. Tout à fait. Donc ça demande beaucoup de Du persévérance. sacrifice. Oui, Et puis, peut-être aussi notre entourage, des fois, qui peut ne pas comprendre qu'on soit aussi pris par mhm, l'écriture, parce que c'est très exigeant. tout à Mais fait. ça en vaut vraiment le coup. Donc moi, je ne peux que encourager les personnes qui ont un projet d'écriture, parce que une fois qu'on a passé ce temps de la solitude qui est l'écriture, Ouais. vient le moment où on rencontre l'auteur, et là, c'est un bonheur. Et par exemple, ça nous permet, comme celui qu'on vient de vivre ensemble, si je n'étais pas passée par ces moments de solitude que représente l'écriture, eh ben, je serais pas là avec vous ce soir. Merci beaucoup, Tassadit. On prend conseil de tout ce que tu viens de dire. Effectivement, l'écriture demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de non pour pouvoir dire oui à l'écriture. Tu l'as si bien dit. Merci beaucoup, Tassadit. J'espère vraiment te revoir bientôt pour le deuxième roman. J'ai très hâte de découvrir. Il faut vraiment lire Tassadit Hadiz et vous comprendrez que sa plume est vraiment appréciable. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt, Tassadit, À bientôt. et je te demanderai, s'il te plaît, quand tu auras le temps de répondre à nos chers membres, parce Avec que grand probablement il y a pas mal de questions qui te sont destinées. Donc, si tu pourrais peut-être prendre le temps de répondre plaisir. demain, ce soir, comme tu voudras, mais répondre à nos membres qui sont intéressés donc par ton livre, ta personne et ce live, le live d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne Merci. soirée. Très bonne soirée à tous. Bye bye, Tassadit. Au revoir, chers membres. Merci et à très très vite pour un autre numéro avec un autre auteur.